on va attaquer des choses un peu plus sérieuses. Des choses sérieuses, hein, vous apprendrez à me connaître, ça veut dire qu'il va y avoir plus d'équations qui vont apparaître. Voilà. Ah, oui, ben, on ne peut pas avoir que des images non plus. Hein. Je vous avais dit hein, que ce n'était pas Netflix à la télé. Malgré le jingle que j'ai mis au début, on va attaquer ça. Mais ne vous inquiétez pas, ça n'arrive pas tout de suite. L'évaporation, c'est quand on va commencer à discuter. On a vu les solides et on a vu les liquides. Enfin, on a vu les solutions et on a vu les liquides. D'accord ? Et puis après tout, un liquide pur, c'est jamais qu'une solution où il n'y a pas de soluté. Donc, ce n'est pas forcément très différent. D'accord ? Les concentrations en soluté sont égales à 0. Ce n'est pas forcément très différent. Et là, l'évaporation, c'est quelque chose qui se passe entre les liquides et les solides. Et je vous pose une question tout de suite. J'aimerais que, là, spontanément, brutalement, vous répondiez à cette question, vous y réfléchissiez. Quand on souffle sur une boisson chaude, on essaie de la refroidir en envoyant de l'air plus froid dessus qui va emporter la chaleur. Oui? Non? Vous avez l'adresse hein, tout en haut, d'accord? Donc vous pouvez répondre, je vous en prie. Ceux qui veulent répondre par SMS, je vous remets le numéro de téléphone, parce que vous ne l'avez peut-être plus, le numéro de téléphone auquel il faut envoyer le SMS avec toujours hein, le petit @mat20. Vous l'avez peut-être encore, hein, vous avez probablement encore le fil de discussion, c'est ce que vous aviez fait, mais je vous le remets. Donc 06 44 60 96 62. Et donc vous répondez. Ça semble tentant, hein. Dire quand on souffle sur sa main pour rafraîchir, effectivement, on a un coup de frais, donc. Allez, on va regarder ce que vous êtes en train de répondre. Donc, on a très majoritairement une réponse qui est non, mais bon, peut-être que vous êtes suffisamment malin pour avoir compris que si la question semble évidente, que la réponse semble tout aussi évidente, il y a forcément un piège. Hein, ouais, c'est vrai que ça marche bien comme manière de faire, mais faites gaffe, hein, parce que des fois, justement, la réponse évidente est la bonne réponse, mais pas pour la bonne raison. D'accord ? Donc effectivement, quand on souffle, je reprends cet exemple-là, on souffle sur sa main, parce qu'on s'est fait bobo, parce qu'on s'est un peu chauffé ou n'importe quoi d'autre, ça refroidit la main. Ce qui est curieux quand même, parce que c'est de l'air à 37, qu'on souffle sur de la peau qui est aussi à 35, à peu près, et ça refroidit. Donc on n'envoie pas de l'air froid. C'est pas parce qu'on envoie de l'air froid que ça refroidit. Non, non. C'est parce que le peu d'humidité que vous avez sur la peau est en train de s'évaporer. Eh bien, c'est la même chose. C'est la même chose pour ma soupe. Ce que j'essaye de faire, c'est pas de refroidir avec de l'air plus froid. Pour le coup, hein, celui qui sort de notre bouche, effectivement, est un peu plus froid que la soupe si elle est bouillante, sinon on ne souffle pas. Hein. Donc là, on a de la soupe qui est effectivement très chaude, la boisson chaude est vraiment trop chaude, donc là, il pourrait y avoir cet effet, il va effectivement y avoir un peu de cet effet, mais qui compte quasiment pour rien. Ce que l'on est en train de faire, c'est de favoriser l'évaporation du mélange, du liquide auquel on a affaire. Favoriser l'évaporation, c'est permettre d'avoir donc plus de molécules d'eau qui vont partir sous forme gazeuse, et quand on fait passer de l'état liquide à l'état gazeux, on emporte de l'énergie. En emportant de l'énergie, forcément, on en laisse moins derrière soi. Si on en laisse moins derrière soi, c'est que la température va finir par baisser. D'accord ? Mais on reviendra un peu sur ça. Donc maintenant, regardons un peu ce qui se passe, si on va essayer d'aller un peu plus près, dans le cas de l'évaporation. Donc là, je n'ai pas pris une tasse de café, hein, j'ai simplement un récipient, une phase liquide, une phase gazeuse qui se trouve au-dessus. J'ai écarté l'air ou d'éventuels autres composants. Ce qui m'intéresse, c'est uniquement le composé auquel je m'adresse, donc qui est ici dessiné en bleu, soit sous forme liquide, soit sous forme gazeuse. Mais éventuellement, il pourrait y avoir un autre gaz qui est en mélange
au-dessus de ce liquide. C'est tout à fait envisageable. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir s'évaporer? Ben, c'est une évidence. On ne va pas s'évaporer si on n'est pas à la surface. C'est la première chose qui doit être... C'est une condition essentielle. C'est une molécule qui se trouve à la surface de la phase liquide qui va pouvoir passer dans la phase gazeuse. Ce qui veut donc dire que cette évaporation ne concerne finalement qu'une quantité relativement minime de molécules. Minime si mon volume de liquide est important et compact. Mais s'il est étalé sur une grande surface, avec une épaisseur qui est extrêmement faible, cette fois-ci, j'ai beaucoup de surface, mine de rien un peu de profondeur, donc une très grande quantité de molécules qui sont à la surface. Pourquoi vous devez vous frotter les mains dans le flux d'air chaud qui sort des sèche-mains? Ben, pour étaler les gouttes de liquide au maximum sur la plus grande surface possible, de manière à ce qu'elles puissent s'évaporer plus rapidement. Quand on a une grosse goutte, il n'y a qu'une surface relativement faible autour de la goutte, et donc ça s'évapore lentement. Quand on l'étale, on a une grande surface, ça s'évapore plus vite. Donc être à la surface, c'est important. Et puis il faut la quitter, la surface. Ben oui, ça ne suffit pas d'être à la surface, il faut pouvoir la quitter. Je sais que ça semble bête à dire, mais il y a peut-être des conditions nécessaires, justement, pour pouvoir quitter cette surface. Donc, être à la surface, c'est ce que je viens de dire. Si vous prenez le même volume, mais que vous l'avez avec une surface qui est faible ou une surface qui est large, vous aurez un plus grand taux d'évaporation. Ça va s'évaporer, la même quantité va s'évaporer plus rapidement dans le temps. Et ça, je viens de vous expliquer pourquoi. Deuxième point, quitter la surface. Pourquoi on était dans le liquide déjà? Vous vous rappelez ce que c'était? Je l'avais dit. Dans un liquide, on a des forces intermoléculaires, je l'avais appelé des forces de Van der Waals, qui retiennent les molécules les unes aux autres. Imaginez que ce sont des espèces de petits ressorts en fin de compte. D'accord? Elles peuvent bouger un petit peu les unes par rapport aux autres, mais globalement, elles sont très attachées les unes aux autres. Il y a des espèces de petits ressorts qui les retiennent les unes aux autres. Et donc, pour passer du liquide au gaz, il va falloir casser tous ces petits ressorts. Là, ce serait plus des élastiques d'ailleurs, en fait. D'accord? Des élastiques qui vont casser. Et pour casser un élastique, vous savez bien qu'il faut tirer fort. Tirer fort, ça correspond à quoi dans cette situation-là? Tout simplement avoir beaucoup d'énergie, avoir beaucoup d'agitation. Donc ça ne pourra se faire que si ces atomes, molécules qui sont en surface ont suffisamment d'énergie d'agitation, ont suffisamment d'énergie thermique pour quitter la surface, pour rompre les liaisons interatomiques qui les retenaient dans le liquide. Donc être en surface et avoir suffisamment d'énergie. Et là, dans ce cas, effectivement, d'accord, et on avait vu ensemble, c'est les diapos là, que vous avez plus tôt dans le cours, hein, que ça consiste à être à au-delà d'une certaine température, ou en tout cas qu'à une température donnée, il n'y a qu'une fraction des molécules qui pourront le faire. Ça, c'est ce que je viens de dire, donc dépend des composés, mais ça, c'est plus intéressant, c'est la répartition des vitesses des molécules à une température donnée. Vous voyez que dans un corps, à une température donnée, toutes les molécules, tous les atomes, ne se déplacent pas à la même vitesse. En moyenne, quand on fait la moyenne, elles vont toutes tourner à peu près de la même vitesse de déplacement, mais certaines vont beaucoup plus vite, d'autres plus lentement. Et donc si je me mets à cette température-là, d'accord? Ou plutôt à cette vitesse-là, ça c'est la vitesse de libération. Hein. C'est la vitesse minimale avec laquelle doivent s'agiter mes molécules ou mes atomes pour quitter la surface. Minimum cette vitesse-là. Et bien vous voyez que si je suis à la température qui est en rouge, il n'y a que ce minuscule, vous ne l'avez peut-être même pas vu, mais je l'ai rougi, cette minuscule quantité d'atomes et de molécules qui possèdent suffisamment d'énergie pour quitter la surface. En gros, on est à trop basse température, il n'y a quasiment pas d'évaporation. Si on monte un peu la température, vous voyez qu'il y a une proportion de molécules dans l'ensemble du liquide
qui va avoir une température, enfin une vitesse suffisante pour s'arracher de la surface. Il y en a plus. Et si la température est encore plus élevée, ben vous voyez que la proportion devient de plus en plus importante. En d'autres termes, l'évaporation dépend de deux choses, la surface disponible et la température à laquelle on se trouve. Dans un premier temps, voilà ce qu'on peut en conclure. Donc la surface, l'énergie de liaison, la température. Oui, j'avais oublié l'énergie de liaison puisque ça dépend quand même de l'espèce à laquelle on est confronté. Et les gens qui ont étudié ça scientifiquement, en faisant des mesures, des tas de mesures, avec des tas de surfaces différentes, avec des tas de composés différents, à des tas de températures différentes, aboutissent à la vitesse avec laquelle le composé s'évapore dépend d'une constante, K, qui dépend de l'espèce, de sa quantité d'énergie de liaison, en quelque sorte, c'est le HV que vous avez là, c'est une enthalpie de vaporisation. D'accord ? Voilà son nom exact, enthalpie de vaporisation, mais qui correspond plus ou moins à la quantité d'énergie qu'il y a et qu'il faut rompre quand on passe de l'état liquide à l'état vapeur. Le R, c'est le même R qu'on a déjà vu, hein, c'est la constante des gaz parfaits. D'accord ? Et T, c'est la température, bien entendu, la température en Kelvin. On met tout ça dans les unités du système international. Et tout ça, ben vous voyez que la nature de l'espèce, elle ne change pas, c'est toujours la même. La quantité d'énergie qu'il faut pour l'extraire, rompre les liaisons, elle n'a pas de raison de changer, c'est une constante. Et si on est à température donnée, ça veut dire que ce rythme d'évaporation sera une constante. On a donc une vitesse d'évaporation qui est constante à une température donnée. On va simplifier. On va dire que si on est à une température donnée, c'est une constante. Et on va se placer à température constante à partir de là. Donc ce kV que j'ai ici, c'est le rythme auquel les molécules de l'espèce considérée, du liquide, passent à l'état gazeux. C'est-à-dire, font ça, hein, d'accord ? Passent du liquide au gaz. Elles quittent le liquide à un rythme qui est constant, qui est celui-là à une température donnée. Puisqu'on a des molécules qui quittent le liquide, qui vont dans la phase gazeuse, un gaz, c'est caractérisé par sa pression. Et là, j'ai une espèce qui m'intéresse particulièrement, celle que j'ai appelée A ici. Donc, la quantité de gaz qui est présente au-dessus du liquide, elle est caractérisée par la pression partielle de ce gaz, PA. Pas de problème. Une pression partielle, c'est lié, si ce gaz se comporte comme un gaz parfait, à un nombre de moles, une température, celle qu'on a fixée, et le volume qui est à occuper. C'est normal, rien de spécial ici. Pourquoi j'ai refait une flèche là ? Ben, si une molécule est capable, une molécule ou un atome, est capable de quitter la surface pour aller dans le gaz, qu'est-ce qui empêche une molécule de gaz de retourner au niveau de la surface et de retourner dans le liquide ? Si ça peut aller dans un sens, il n'y a aucune raison que ça ne puisse pas le faire dans l'autre sens. C'est logique. D'accord ? Et à quelle vitesse elle va faire ça ? Ben, très précisément, j'en sais rien, mais je sais au moins une chose, c'est que ce sera forcément proportionnel à la pression partielle. Pourquoi ? Mais parce que je peux facilement imaginer, j'espère vous aussi, que plus il y a de molécules dans le gaz, plus il y en a qui ont des chances de retourner sur la surface. S'il y en a très peu, il y en a très peu qui vont y retourner. S'il y en a beaucoup, il y en a beaucoup qui auront plus de chances d'y retourner. D'accord ? Donc c'est proportionnel.
Le facteur de proportionnalité, vous voyez ici, je l'ai noté, à nouveau K. Alors, on a un K V pour vaporisation, K C pour condensation. D'accord? Ça retourne au liquide. Au liquide ou au solide, hein, d'accord? Parce qu'après tout, cette surface-là, ça pourrait très bien être aussi une surface solide. Ça marcherait aussi. Mais on aurait une sublimation au lieu d'avoir une vaporisation. Mais ça pourrait marcher de la même manière. Si à un moment, ces deux vitesses, vitesse de vaporisation, vitesse de condensation, sont égales, qu'est-ce qui se passe? Ben, plus rien. Les molécules de mon espèce partent dans la phase vapeur au même rythme que des molécules de la phase vapeur retournent à la phase liquide. Donc, il ne se passe plus rien. D'accord? J'ai toujours de l'évaporation, mais qui se passe au même rythme que la condensation. Donc, moi, de mon point de vue à grande échelle, je n'observe plus rien. Jusqu'à ce stade-là, j'avais éventuellement une augmentation de la pression partielle de mon espèce, mais quand j'ai atteint ce point-là, qui s'appelle un point d'équilibre, d'accord, il ne va plus rien se passer. Je vais avoir une pression partielle qui va se stabiliser. Mais bien entendu, si je change la température, je change les différents cas qui se trouvent ici, donc forcément il va se passer quelque chose. On est d'accord, hein, puisque là pour l'instant je suis à pression constante, à température constante. J'ai le droit de réécrire ce que je viens d'écrire juste au-dessus sous cette forme-là, qui sous-entend que la pression partielle que je vais atteindre, la pression de ma phase vapeur, elle dépend de deux constantes qui, elles, ne dépendent que de la température, pour une espèce donnée. Ça veut donc dire que la quantité de gaz que je vais former au-dessus d'un liquide dépend de la nature de ce liquide, mais surtout de la température. Je change la température, je change la quantité de gaz que je vais pouvoir mettre en équilibre avec le liquide auquel j'avais affaire. Je vais mettre ça de côté et je vous pose à nouveau une question. Elle semble plus curieuse, celle-là, comme question. Hein, et vous ne voyez peut-être pas tout de suite où je veux en venir. Dans un hammam, la transpiration ne peut pas s'évaporer, et c'est pour ça que l'on a très vite très chaud. Qu'est-ce que ça a à voir avec ce que l'on vient de voir? Réfléchissez à ce qu'est un hammam, ce que je viens de dire, et à quoi sert la transpiration, hein, j'en ai parlé juste avant, quand j'ai dit qu'on soufflait sur sa main pour rafraîchir. Si vous combinez tous ces éléments-là, vous devez pouvoir conclure, non pas par le hasard, mais par le raisonnement, oui ou non. Donc, essayez de répondre par le raisonnement, à partir de juste ce qu'on vient de voir au cours des 10 dernières minutes, hein, rien d'autre. Enfin, sauf que le hammam, vous êtes supposé savoir ce que c'est au-delà des 10 dernières minutes, on est bien d'accord, mais pour le raisonnement, vous avez juste besoin des 10 dernières minutes. Je les reprends, ces éléments, rapidement, pendant que vous pouvez encore répondre. Pourquoi transpire-t-on? Pour que l'eau qu'on a en surface, d'accord, l'eau qu'on a en surface, la transpiration, s'évapore et emmène de la chaleur. C'est ce que j'ai expliqué, hein, parce qu'on souffle de l'air chaud sur une peau qui est chaude, ce n'est pas le transfert de chaleur qui fait que ça refroidit. C'est parce que les molécules d'eau s'évaporent, oui, l'eau s'évapore de la surface, emmène de la chaleur en partant. C'est ça. D'accord? Deuxième point, j'ai dit,
ça c'était juste avant, qu'il y a une vitesse d'évaporation, une vitesse de condensation, et qu'il y a un moment où les deux s'équilibrent. D'accord? Et il ne se passe plus rien. Eh bien, c'est très partagé, hein, vous n'êtes pas tous d'accord. Eh bien, si vous êtes dans une atmosphère qui est totalement saturée en humidité, c'est ça un hammam, d'accord? C'est très, très, très humide. C'est relativement chaud, mais pas excessivement, une cinquantaine de degrés, plus ou moins, ça dépend, d'accord? Et avec un air qui est saturé en humidité. Saturé en humidité, ça veut dire qu'il est déjà à l'équilibre avant que vous rentriez dans la pièce. On ne peut pas mettre plus d'eau dedans. On a déjà un équilibre entre ce qui s'évapore et ce qui retombe. Vous arrivez, vous commencez à avoir chaud et vous transpirez. Mais de l'eau, il y en a déjà plein l'atmosphère. Ce qui veut donc dire que votre transpiration n'a aucune raison de s'évaporer plus vite que ce qui coule sur les murs ou quoi que ce soit. D'accord ? Et si vous transpirez mais sans évaporer, vous n'évacuez pas de chaleur. Vous n'évacuez pas de chaleur, vous avez chaud immédiatement. C'est pour ça qu'on peut avoir des saunas qui, eux, sont secs à des températures bien plus élevées que les hammams. Dans un sauna, on peut monter jusqu'à 100, 110, 120 degrés. D'accord ? Et on n'est pas cuit instantanément. On va transpirer énormément dans un sauna. D'accord ? Mais cette fois-ci, la transpiration, qui est la seule source d'humidité, notre transpiration qui est la seule source d'humidité dans le sauna, va pouvoir s'évaporer à toute vitesse, et donc évacuer un maximum de chaleur de la personne qui se trouve dans le sauna. Et donc la maintenir à une température raisonnable beaucoup plus longtemps. Il y a des gens qui ne supportent pas le hammam, mais qui supportent très bien le sauna. D'accord? C'est bon? Donc, oui, c'est parce que la transpiration ne s'évapore pas qu'effectivement on monte finalement souvent plus rapidement en température dans un hammam que dans un sauna. OK? Et vous avez vu qu'il n'y avait que des éléments que j'avais cités dans les 10 minutes qui venaient avant pour répondre. Ça, c'est pour vous. Hein. Maintenant qu'on vient faire ce raisonnement-là, eh bien voilà, je renouvelle une variante de la question à laquelle j'avais répondu. Donc on sait qu'on peut souffler sur la soupe pour la refroidir. On sait pourquoi. Mais est-ce qu'il vaut mieux souffler directement ou prendre le sèche-cheveux à fond de la chaleur, d'accord, hein, sèche-cheveux qui chauffe, hein, pour refroidir sa soupe? Laquelle des deux méthodes sera la plus efficace? Oui, ça semble un peu con d'aller chercher le sèche-cheveux pour refroidir sa soupe, mais on s'en fout, d'accord? Le problème, ce n'est pas de savoir si c'est malin ou pas malin. Le problème, c'est de savoir, par le raisonnement, avec tout ce qui vient d'être dit, si ça fonctionnerait mieux que de souffler directement dessus.